Bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de Bien connu des services de police, le podcast qui revient sur le meilleur du polar au cinéma. Et cette semaine, la brigade cinéphile reçoit l'avocat commis d'office, le ténor du barreau, maître Bertrand Mougnot. Comment ça va, Bertrand ? Ça va très bien, et vous-même, juge ? Bah ça va, je vais essayer de faire mon possible pour être le plus impartial possible, mais je rappelle dès le début que tu es à la tête de l'excellente chaîne YouTube Festi de Film, où tu nous fais comme ça découvrir les meilleurs festivals de cinéma en France, et où tu reviens sur quelques sorties aussi liées à l'actualité cinématographique. Donc foncez voir tout ça, vous allez apprendre des tas de choses, et en plus vous allez voyager. Bah on essaie en tout cas, alors donc la tête, les pieds, les mains, et juste les oreilles, c'est pas moi qui ai fait la musique, ouais je fais un petit peu tout seul. C'est pour ça que ça s'est un petit peu ralenti ces derniers temps, mais on va repartir à de plus belle en 2024, ça va être très très bien. Il ne faut surtout pas rater ça. En tout cas, merci d'être ici avec moi, et en plus pour un film qu'on avait découvert ensemble, tous les deux. Oui, je me rappelle, on sortait d'un festival, tiens c'est étonnant, et on s'est dit, il y a ce film qui sort, vas-y on se le regarde ensemble, et on l'avait vu, et on avait plutôt apprécié, ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui. Alors avant de commencer, c'est la tradition du début de Bien connu des services de police, on va établir ta photo signalétique en deux petites questions. Première question, quelle est ta définition d'un bon polar ? La définition d'un bon polar, déjà qu'est-ce qu'un polar ? Selon moi, c'est un film policier, quelque chose qui transgresse la loi. C'était François Guérif qui disait ça dans un autre festival dans lequel on étions allés. C'est-à-dire à partir du moment où il y a la loi et on la transgresse, il y a du coup du policier. Et moi j'ai envie de dire, peut-être que c'est quelque chose... Un bon polar, c'est peut-être un film qui va jouer sur ces notions de légal, pas légal, bon, pas bon, et peut-être même explorer la noirceur de l'âme humaine. Je dirais que c'est ça qui pourrait me plaire dans un bon polar. Et enfin, quel est ton polar préféré au cinéma ? Alors ça, c'est une question assez délicate. Comme ça, de but en blanc, je dirais Seven, film de David Fincher, donc 95. Un film que j'ai découvert trop jeune, je pense, mais plus je le revois, plus je l'adore. Où il y aura également Memento de Christopher Nolan, qui est un de mes films, enfin non, qui est mon film préféré, qui n'est pas forcément orienté polar, mais qui en est un au final. Je dirais quand même Seven. Quand je pense polar, je pense plus Seven. Et puis ces deux films aussi matriciels avec un concept très très fort et qui sont complètement dans l'héritage du film noir. Et ces deux films, c'est les deuxièmes films de deux réalisateurs qui sont quand même très productifs et très acclamés aujourd'hui. Et puis c'est un genre qui peut être un peu intemporel. Je pense qu'on peut faire un polar dans les années 10, un polar dans les années 20, un polar en 80, un polar en 2010. Tant qu'il y aura du crime, tant qu'il y aura des humains, finalement, on peut faire des polars. Dès que la science-fiction un jour va un peu s'essouffler parce qu'on sera peut-être à court de concepts, etc. Mais je pense que le polar, c'est vraiment un truc qui peut persister. Nouvelle affaire pour ce nouvel épisode, on s'en va défendre un film laissé un petit peu de côté selon nous, mais qui a l'envergure d'un futur classique, à savoir l'excellent Uncut James des frères Safdie, Josh et Benny, qui date de 2019 et qui met en vedette Adam Sandler, Eric Bogosian, Jude Hirsch, Julia Fox ou encore Lakeith Stanfield. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de l'intrigue, Bertrand ? Oh bien sûr, nous sommes en Éthiopie et on a trouvé une opale très rare, une opale quasi inédite, qui est aussi vieille que les dinosaures, nous disent-ils dans le film, et qui permettrait, quand on regarde à travers, de voir le monde entier. Je me dis, waouh, ça a l'air cool. Et c'est ce que dit également Howard Ratner, un diamantaire de New York en 2012, qui arrive à se procurer cette opale pour pouvoir la vendre aux enchères lors d'une vente exclusive la semaine d'après. Sauf qu'entre-temps, il y a un basketteur, Kevin Garnett, qui joue d'ailleurs son propre rôle, qui veut se la fournir parce qu'il connecte avec et qui pense qu'il va pouvoir lui faire marquer plus de points lors d'un match de NBA. Et à partir de là, ça va partir un petit peu en cacahuète parce que ce Howard... qui est vraiment très endetté aussi, qui a beaucoup de dettes. Qui est un joueur, qui est quelqu'un de très porté sur l'argent, qui va vraiment vouloir toujours arnaquer les gens. Mais il a un plan qui pourrait fonctionner, sauf qu'entre-temps, il va y avoir des créanciers qui vont venir le faire chier. Alors c'est un film pour moi extrêmement épuisant. Fiévreux, nerveux, tendu, instable, une énergie complètement dingue. Mais c'est vrai que le film, quand t'en ressors, t'es complètement lessivé. T'as un sentiment d'oppression permanente. T'as ces longues focales là, qui écrasent tout l'environnement, le montage ultra nerveux, les mouvements de caméra rapides comme pris sur le vif. D'ailleurs, les frères Safdie ont vraiment débuté, on pourrait dire, c'est vraiment l'un de leurs premiers amours dans le faux documentaire, et on le ressent très très vite dans le film. Des couleurs extrêmement criardes, t'as les lumières noires, du orange fluo, enfin beaucoup de choses comme ça. Un grain très pellicule, très années 70, du bruit perpétuel, les téléphones qui sonnent,
l'alarme de la porte qui est insupportable, le bruit des outils chez les diamantaires, la musique tout le temps, t'as énormément de dialogues qui sont généralement criés, t'as je sais pas combien de personnages, des accents de différentes communautés. Howard, Adam Sandler doit absolument gérer je ne sais combien d'histoires entremêlées, Elle est sur plein de dossiers, lui. plein de dossiers différents. Son look est extrêmement, on va dire, kitsch, bling bling. Ah oui, c'est complètement un bling-bling, le mec. Le mauvais goût absolu des bijoux avec son Furby en diamant et en massif. On en parle de sa croix en forme de Michael Jackson. Mais c'est un film en tout cas épuisant, mais tu sens dès le début que c'est un film extrêmement personnel pour les frères Safdie. Ils sont nés donc du coup à New York. Ils ont grandi sous la caméra super vite de leur père qui les filmait en permanence, il paraît, durant leur enfance. Leur père qui travaillait du coup dans le Diamond District, donc le quartier des diamantaires sur la 47e rue entre la 5e et la 6e avenue à New York. Donc ils connaissaient très bien ce milieu et en plus leur père, quand ils étaient enfants, leur racontait énormément d'histoires liées à ce monde un petit peu à part, avec des personnages hauts en couleur, on pourrait dire. Ils savaient jamais trop si c'était du lard ou du cochon. Et leur père travaillait pour un certain Howard. Est-ce que ce serait du coup une version déguisée de ce Howard-là, le Howard Ratner interprété par Adam Sandler? Qui est très surprenant, Adam Sandler, on l'a pas dit, mais c'est quand même un acteur qui vient vraiment De la comédie. et de la comédie, même très très lourde, j'ai envie de dire. Il est complètement à contre-emploi. Il a fait certes des films un peu plus dramatiques, un peu plus doux amers, pêle-mêle, Punch Drunk Love, Funny People, Spanglish, ou des comédies très acides. Je pense à Little Dicky, qui est vraiment où il joue le fils de Satan, par exemple. Mais c'est vrai que c'est très étonnant de le voir dans un rôle pareil. Et le film, à l'époque, avait pas mal buzzé aussi sur sa performance. Il a eu pas mal de récompenses. À un moment donné, il était même en vue pour la campagne des Oscars. Malheureusement, il va pas être nommé, mais il avait dit si j'ai pas l'Oscar, vous verrez, je continuerai à faire mes films de merde. Finalement, il n'a pas eu l'Oscar et il a tenu parole. Depuis, vous avez les Murder Mystery, tous ces trucs-là sur Netflix. Mais voilà, le film repose. Ah bah, c'est vrai que si tu n'avais pas l'acteur principal solide, aux épaules solides, ça marchait pas le film. Parce que vraiment, ça vient de tous les côtés. Ils te font un repère, ils te font un rock. Et sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est lui, quoi. C'est vraiment celui qui est au milieu, qui va subir tous les trucs. Ça va lui arriver sur la droite, sur la gauche, d'en haut, d'en bas. Ça n'arrête pas. Et du coup, ce Howard Ratner va vivre des aventures épuisantes. J'en parlais au début, mais c'est vraiment ça. Et dès le début, en plus, avec l'intro que tu as évoqué en Éthiopie, tu sais, dès le départ avec ce film, que ça va mal se passer. Tu sais pas comment ça va mal se passer, mais il y a quelque chose avec cet opale qui est récupéré par un mineur au début qui est blessé. Avant même de voir l'opale, c'est déjà le sang. Ouais. C'est vrai. C'est un mineur qui a la jambe fracturée. C'est bien dégueulasse d'ailleurs. Je crois que c'est peut-être le deuxième plan du film. Oui, je Peut-être crois. un plan large et bim, directement après, petit mouvement de caméra, on voit une jambe exploser, quoi. Ouais, elle a une fracture ouverte, il me semble, et après tu vois donc du coup deux mineurs qui découvrent entre guillemets cette opale. Et dès le début, tu comprends qu'il y en a certains qui gagnent et d'autres qui perdent. C'est ça. Et c'est finalement tout le message du film, quoi. On est toujours sur la corde raide. Et c'est annonciateur de quelque chose qui va déconner. D'autant plus qu'il reçoit après l'opale dans le film dans un poisson mort. Oui. Donc là, il y a déjà quelque part, alors on pense qu'on veut des diamantaires du marché du bijou, etc. Mais son opale, il le fait passer dans des poissons, des espèces de gros saumons ou je ne sais quel poisson, pour pouvoir le faire passer en fraude. Déjà, on est dans l'illégalité, on a, que ce soit au niveau des douanes ou je ne sais quoi. Ouais, c'est le milieu vraiment interlope, c'est vraiment un monde à part, les diamantaires. Et il y a un côté anthropologique aussi, on va nous faire rentrer dans un milieu qu'on a très rarement vu aussi au cinéma. Et cette pierre, ouais, c'est presque un trou noir en fait. Ça aspire absolument tout. Et tu sais que tout va tourner autour d'elle. Il y a d'ailleurs un montage qui est très cut, on va dire, quand le basketteur se connecte la première fois à elle. Et on commence d'ailleurs par une coloscopie cosmique où on passe en fait dans les couleurs de la pierre jusqu'à sortir littéralement par le trou du cul de Adam Sandler. De Howard Ratner, 48 ans, New York 2012. Il a beaucoup de problèmes, y compris un problème, il pense qu'il est malade aussi. Donc ça commence par une coloscopie. Il y a une réplique qui est très drôle dans le film, je crois, c'est les juifs et le cancer du côlon, je croyais qu'on était le peuple élu. Mais en tout cas, oui, c'est pour revenir sur Adam Sandler, le film a mis beaucoup de temps avant de se monter. Plus de 10 ans. Le film apparemment a été réécrit 160 fois. Quand on voit le film, on a l'impression que tout est pris sur le vif, tout est improvisé, mais pas du tout. Franchement, il y a un tel bordel que c'est impossible de le gérer en prise réelle, quoi. Ouais, ça se sent en fait quand on connaît un petit peu. On voit que tout est bien préparé, surtout au niveau des dialogues. Il y a des impros de la part de Sandler qui est
il y a quand même du SNL, etc., de la comédie, donc il est assez friand de l'exercice, mais tout est canalisé, tout est pensé, et le film, donc du coup, ils ont pensé dès le début à Adam Sandler. Ils voulaient un côté, on va dire, bon père de famille, bien sous tout rapport. Adam Sandler, il a un physique assez passe-partout, monsieur tout le monde, mais ils voulaient vraiment un comique juif new-yorkais, vraiment montrer la judéité, on va dire, dans toute sa splendeur, et ils pensaient, voilà, à une sorte de filiation avec des comiques comme Lenny Bruce, Jerry Lewis, un peu comme La Valse des Pantins d'ailleurs, de Martin Scorsese. Martin Scorsese qui participait à la production du film. Tout à fait, ce qui les a beaucoup aidés d'ailleurs avec sa productrice. Et Matt Linger-Koskov. Exactement, qui les a beaucoup aidés parce qu'elle connaît vraiment New York, elle a beaucoup collaboré avec Scorsese, voilà, Scorsese, le cinéaste new-yorkais. Avec Woody Allen peut-être. Et effectivement, ils ont envoyé à la base le scénario à Adam Sandler. Son agent ne s'est même pas donné la peine en fait de le confier à Adam Sandler qui ne l'a pas lu du coup. Ils l'ont eu plusieurs fois après, il a toujours refusé, et c'est quand il a présenté en fait le film The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach à Cannes, au même moment où les Safdie présentaient Good Time. Avec Robert Pattinson, qui est un film Excellent. aussi bien nerveux. Hein, si vous l'avez pas vu, c'est assez impressionnant. Et moi, c'est avec ce film que j'ai découvert d'ailleurs que Robert Pattinson était un vrai acteur. Mais c'est vrai qu'ils ont un don pour la direction d'acteurs, hein, et en plus, on le ressent vraiment dans leur film. T'as des vrais grands acteurs hein, qu'on a cités, voilà, Jude Hirsch qui a travaillé avec Sidney Lumet. Spielberg récemment. Et il y a des acteurs non professionnels. Enfin, tu le sens, enfin, une sorte de clodo, il lui file une Rolex, une fausse Rolex. Il y a lui, et puis aussi les prêteurs sur gage. Tu sais, quand il file la bague. Ouais, qui a leur petit strabisme, etc. Ouais. Ouais. Mais dans leur jeu, tu le sens, ou même le mec à la fin avec le sorte de playboy à 2 balles. Ce qui est. Alors, je me suis renseigné parce que je me suis dit, lui, ça sent que c'est un vrai personnage qu'ils ont dû. Et apparemment, alors, je sais pas s'il joue vraiment son rôle, mais ce serait un créateur de mode. Ouais, il est tellement, tellement too much. Le mec est trop bronzé. Et il a une perruque, des grosses lunettes fumées. Et donc, donc Adam Sandler voit du coup Good Time et finalement accepte de tourner avec eux. Alors qu'à la base, du coup, dans le laps de temps, Jonah Hill a été engagé pour le rôle, en remaniant le scénario, forcément, puisqu'il est plus jeune. Et Jonah Hill se retire pour conflit d'emploi du temps. Il devait faire à l'époque la série Maniac de Fukunaga et son film aussi en tant que réalisateur 90s. Ils ont envisagé aussi Sacha Baron Cohen à un moment donné, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais j'imagine pas un autre acteur qu'Adam Sandler après avoir vu le film. Tu vois, il y a des fois des acteurs, tu dis, ouais, ça aurait pu être. Enfin, des performances du bon, ça aurait pu être n'importe qui. Bah là, je n'imagine personne d'autre que ce soit dans le personnage, dans la gestion de ses conflits, et tu as l'impression qu'il en rajoute. Vraiment, tu as l'impression qu'il est le centre de cet univers. Et c'est un film, grâce à lui, qui quand même, dès le début, avec cette intro complètement folle, effectivement, en Éthiopie, puis après ce plan, on va dire, de coloscopie cosmique. Mais tu te demandes hein, si c'est... À un moment, tu fais, attends, mais c'est plus pareil, là. Oui. La transition marche bien. Il y a beaucoup moins de lumière, là, il y a beaucoup moins de couleurs. Ouais, mais en tout cas, dès le début, voilà, grâce à lui, grâce à l'intro, t'es pris dedans, en fait, dès le début, et ça te lâche pas, quoi. C'est un rythme complètement effréné. C'est vraiment, voilà, l'adage de Billy Wilder, tu attrapes le spectateur par la gorge, et tu le lâches plus. Et c'est un film, je sais pas ce que t'en penses, mais qui est extrêmement, on va dire, référencé. C'est impossible de pas penser à Mort d'un bookmaker chinois de Cassavetes, avec Ben Gazzara, qui avait aussi ce côté très documentaire. Enfin, Cassavetes c'était plus dans l'impro quand même. Le milieu un peu glauque, le New York de l'époque. C'est-à-dire, t'es dans la criminalité, mais pas vraiment. En fait, c'est-à-dire, il y a des trucs louches, c'est plus, on va dire, de la délinquance limite que de la criminalité. Sauf qu'à un moment donné, ça va virer vraiment criminel. Et ça, dès le départ. Hein. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu vois Adam Sandler et la première fois où il se prend une baffe, il n'y a même pas 5 minutes. Hein. Ouais, c'est ça, d'autant qu'il y a ces petites magouilles, ces petites roublardises. Il a un rabatteur qui refourgue pas mal Lakeith Stanfield. Qui est excellent, hein, vraiment un acteur qui monte et qu'on retrouve dans beaucoup dans Get Out, par exemple, dans beaucoup de productions actuelles. Et moi, j'ai découvert le film il n'y a pas si longtemps, et en faisant des recherches, ça m'a confirmé tout ça. Je trouve que le film ressemble beaucoup au Flambeur, un film de 74 de Karel Reiss, qui est aussi une sorte de polar, sans polar, avec James Caan, qui est monstrueux, voilà, de nuances, d'ambiguïté, où là aussi il joue un loser magnifique, très, très 70s, qui est uniquement heureux et vivant dans le jeu, mais surtout quand il perd, dans la défaite. Et on sent qu'il y a ça, en fait, chez Howard Ratner et dans le jeu de Sandler, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la gagne qui le motive, c'est plus le jeu en lui-même, l'ivresse du
du risque. Ouais, c'est ça, parce que il va toujours jouer avec le risque et c'est limite insupportable. Et puis aussi, je pense, Il est insupportable. je sais pas Il si prend jamais les bonnes décisions, t'as l'impression. Et du coup, je sais pas si ça regarde que moi, mais Adam Sandler, c'est un acteur que moi, normalement, j'aime plutôt quand il fait des choses qui n'est pas de son genre. J'aime bien quand il fait Funny People, j'aime bien quand il fait Punch Drunk Love. En temps normal, quand il fait ses comédies, ça me plaît pas trop. Et là, il a cette espèce de visage On voit qu'il a perdu du poids, il a son bouc. dans le film. Ouais. Ouais, je sais pas trop. Il a pris un coup de vieux. Ah bah oui, ça c'est clair, Ouais. par contre. Ouais. Avec ses cheveux plaqués, ses lunettes Fumé, ouais. ouais, fumées bling bling dorées, son look criard, sa voix nasillarde. Mais en tout cas, c'est un choix parfait pour le rôle parce que le mec il est à la fois insupportable mais en même temps il est attachant. Et c'est un peu ça Adam Sandler de manière générale dans le personnage qui s'est créé depuis le début, le Sandman et ses chansons ridicules. D'ailleurs il ressemble un peu à John Turturro je trouve physiquement. Et quelque chose comme ça, ouais, ça rappelle un petit peu les frères Cohen aussi. T'en parlais tout à l'heure C'est en clair. antenne, mais c'est un peu ça. Hein. Il y a de l'absurde total là-dedans. C'est un film qui est drôle aussi mine de rien. Ah bah ouais, les Furby là, on en parle. Oui, le Furby, mais ça, c'est vrai qu'on s'en souvient, quoi. Et le choix de Sandler est un peu similaire, par exemple, au choix de Ben Affleck dans Gone Girl de David Fincher, c'est-à-dire que Ben Affleck, pour beaucoup de gens... Il est pas très bien considéré, un peu comme Adam Sandler. Ouais, voilà, l'acteur un peu tête à claque. Et c'est vrai qu'il colle parfaitement avec le sujet du film. Ouais, il est passif. Les événements roulent sur lui. Et c'est un choix parfait, quoi. Il a un côté presque de groupie, tu vois. Et c'est un peu le même cas ici. Et pour venir, du coup, au Flambeur, qui est un film extrêmement... vraiment, voyez-le, hein, c'est vraiment un film d'une tension mais rarissime. Et ils avaient pensé à un moment donné, vu toutes leurs mésaventures, on va dire, sur l'écriture du film, avec le fait qu'ils ne trouvaient pas l'acteur nécessaire pour le rôle principal. Ils ont même pensé à un moment donné, vers 2011, si je ne dis pas de bêtises, à réécrire totalement Uncut James pour le proposer à James Caan et faire une sorte de suite du Flambeur. L'idée, c'était un peu de faire la même chose qu'avait fait Scorsese avec L'Arnaqueur et La couleur de l'argent avec Paul Newman. Ce qui aurait pu, je pense, clairement marcher. Ça va être une bonne idée, ouais. C'est pas un spoil, hein. Il ne meurt pas, hein, le personnage de James Caan dans Le Flambeur. Et moi, ça me plaît beaucoup pour ça. C'est-à-dire, il y a un côté, effectivement, on pense à Scorsese, on peut penser à Mean Street, on peut penser effectivement à Cassavetes, on peut penser au Forban de la nuit de Jules Dassin, que j'adore. Tu l'as vu, toi, celui-là? Non, mais j'ai vu qu'il y avait un très beau coffret à la Fnac. Oui, à deux avec donc Richard Widmark, où pareil, c'est un frimeur qui tente des tas de projets, tous les projets échouent lamentablement. Il fait une rencontre avec un lutteur et il se dit je vais organiser un combat. Sauf qu'évidemment, rien ne va se passer comme prévu et tout le monde va lui courir après. Donc on est clairement dans cette veine-là. On peut penser à Bob le Flambeur aussi de Jean-Pierre Melville. Saint-Jacques, je sais pas si tu l'as vu aussi de Bogdanovich. Oui, je l'ai vu. Ça se passe en Thaïlande. Ouais, je l'avais vu avec lors de la Gazzara rétrospective, Peter Bogdanovich, quand il était encore vivant, qui devait venir à la lumière et qui s'était cassé la jambe dans la douche, m'a-t-on dit. Et Robert Altman, qui est une des inspirations faut le dire quand même, du chef-op, Darius Khondji. Oui, alors Darius Khondji, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui fait un travail assez remarquable dans le cinéma, qui passe d'un réalisateur à l'autre et qui a une patte, mais qui s'adapte vraiment au sujet du film. Donc, c'est celui qui a fait donc, la photo de Seven, par exemple. Ouais, beaucoup bossé avec Fincher. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Il a travaillé aussi avec James Gray. Woody Allen. Enfin, il a fait énormément, là. Son prochain film, ce sera donc Mickey 17 de Bong Joon-ho. Avec Pattinson. Donc, finalement, tout se retrouve. Hein. C'est vrai que c'est un chef-op, l'une des stars, en fait, des chefs opérateurs. Il y en a quelques-uns. Mais Darius Khondji est extrêmement connu. Et on sent ici qu'il sort un peu de sa zone de confort. C'est une très belle photo, mais elle fait moins léchée. Je sais pas quoi, sur ses travaux. Elle fait plus sombre et plus industrielle, je sais pas comment dire. Mais... plus brute. Ouais, c'est ça. Et c'est-à-dire que les Safdie lui ont demandé très peu d'éclairage sur le tournage. Très pâle. Oui, c'est des lumières néon un peu, peut-être. Ouais. C'était quelque chose qui fait pas normalement... Lui, c'est plutôt de l'éclairage naturel, mais très stylisé. Très chaude, d'habitude. Plutôt sur qui tend plus vers le vert ou le jaune. Et là, on est plus vers le bleu. Vers quelque chose de... Après, il y a beaucoup de couleurs, effectivement, criardes. Et du coup, ça lui a demandé un travail un petit peu spécial par rapport à d'habitude. Il a tourné en 35 mm, du coup, mais avec des focales extrêmement sensibles pour choper le plus de lumière possible. Et ça donne un ton au film. Effectivement, il y a la séquence de la boîte de nuit avec The Weeknd. Oui, il y a The Weeknd qui est dedans, là. Son propre rôle. Qui jouait un rôle d'un rappeur émergent à l'époque.
Et qui est assez connard, je trouve, d'ailleurs, dans sa petite séquence. Ouais. Il est assez insupportable Mais aussi. c'est assez cool, hein. Enfin, je veux dire, d'oser s'afficher comme ça, alors que bon, il était déjà connu à l'époque, tu vois. Mais Il ouais, joue c'est son propre ouais, rôle. c'est le début, en fait, oui. Ils en parlent un petit peu, ils ont un peu d'effervescence autour de ce concert. Et il y a un nœud dramatique qui va jouer avec la sa maîtresse. Bah, sa maîtresse, enfin sa nouvelle compagne, puisqu'en fait, il est aussi en instance de divorce. Ils n'ont pas encore annoncé aux enfants, mais lui, il vit quasiment tout le temps avec sa maîtresse à New York, alors qu'il a son petit pavillon de banlieue avec sa famille. Mais d'ailleurs, ça marche très très bien, je trouve, la relation aussi avec les enfants. Enfin, on sent que c'est un bon père quand même. Il essaye d'être là pour eux, il y a des moments de routine. En fait, le film joue aussi beaucoup sur les codes. Tu penses qu'il va arriver telle chose, très liée au polar. Un mec peut peut-être débarquer dans sa maison avec un flingue pour le menacer, pour récupérer l'argent. Et non, il sort les poubelles. Ouais. Il y a aussi la scène du placard. Il rejoint sa maîtresse, il C'est l'appelle. vrai. Il dit t'es où Il fait bah là je vais rentrer. Et lui il dit ah bah moi je suis pas très loin, je suis dans le tunnel, alors qu'il est déjà dans l'appartement. Et il va se cacher pour lui faire une surprise. Elle emporte Jartel. Et elle dit juste avant ah j'ai un double appel. On s'imagine tellement le truc genre ouais il va arriver. Ouais. Bah viens pas ce soir ou je sais pas quoi, un truc vraiment tout Ouais, qu'elle le trompe. ouais, qu'elle le trompe ou que c'est pas une personne bien, alors que finalement pas du tout. On joue sur nos attentes et c'est vraiment appréciable en cela. À un moment donné, tu penses même qu'elle peut même lui piquer son pognon, ce qui n'est pas le cas. C'est Et vrai. c'est une vraie histoire d'amour. Enfin, c'est même ridicule. Enfin, c'est beau et ridicule. Par exemple, elle se fait tatouer son nom sur ses fesses pour lui prouver qu'elle l'aime. Ouais. Et pendant tout le film, tu dis, mais elle va lui piquer le pognon. Et Tu dis que c'est une michto, comme diraient les jeunes. Oui, c'est ça, exactement. Et pas du tout. Elle est vraiment sincère. C'est une très belle jeune femme en plus. Tu te demandes pourquoi. C'est la seule en fait qui le voit tel qu'il est en fait dans sa splendeur, alors que le mec tout le monde le voit comme un loser. C'est le seul qui le voit comme un mec avec du potentiel, on va dire. Il y a peut-être son beau-père. Oui, le beau-père. Le beau-père, donc Jude Hirsch, qu'on a pu voir également dans À bout de course, à bout de Oui, course de Sidney Et Lumet. Independence Day. Et Independence Day, C'est le ouais, père de personne n'est Jeff parfait, Goldblum. comme il le redit. Hein. Et c'est un acteur super. Il joue aussi dans Des gens comme les autres de Robert Redford, qui était très 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 bon. Et Eric Bogosian, qui est aussi un acteur. Alors lui, je sais jamais où je l'ai vu. Je te le dirai à la fin. D'accord. Je garde un peu de suspense. Mes cartouches dans mon revolver pour terminer l'émission. Mais en tout cas, il a une gueule, quoi. Je veux dire, avec la photo de Konji, voilà, qui est vraiment pris sur le vif, qui semble très peu travailler. Tu vois, avec des mouvements de caméra très distincts, très cut. Oui, mais c'est pas bordélique pour autant. C'est ça qui c'est peut-être le. C'est extrêmement maîtrisé. C'est un peu le génie de leur mise en scène, c'est-à-dire que ça pourrait être très chaotique. Ils travaillent dans le chaos. C'est un peu ça, hein, vraiment. C'est même leur thématique, hein, je pense. Bah ouais, je pense. Il y a le son, l'image, les informations, tout va et tout arrive à être lu. Ouais. Parce qu'un film, on peut vite se perdre hein, entre ce qui n'est pas montré, ce qui est mal montré, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit. Bah eux, ils arrivent à faire passer tout ce qu'ils veulent. Et ça, c'est quand même assez rare. C'est assez rare et en plus, ils sont servis quand même par un scénario assez malin. Voilà, avec ce personnage qui est à la fois très con, mais en même temps malin ou du moins pragmatique. Il s'adapte. Et ce personnage, voilà, de Eric Bogosian, qui est tout le temps sur son épaule, parce que c'est surtout à lui qui doit de l'argent, en fait, une grosse somme d'argent. La nature du personnage est dévoilée en cours de film, et c'est quand même assez fou. C'est le beau-frère, en fait, on apprend, ils font Pessard. À 2/3 du film. Qui donne encore un autre niveau de lecture pour le personnage et qui montre encore une fois ce côté communauté. Et il est effectivement aidé par son beau-père qui va l'aider malheureusement à contre-cœur dans ses petites combines, notamment dans la séquence de la vente aux enchères. Et c'est vrai qu'avec ce mélange d'acteurs à la fois non professionnels et d'acteurs venus de différents horizons, il y a ce mélange en fait de genres qui fait extrêmement penser au cinéma, encore une fois, des années 70, mais leurs références n'écrasent jamais en fait leurs propos. Il y a vraiment une approche extrêmement contemporaine de tout ça, et malgré voilà, le côté Nouvelle Hollywood, on va dire, il y a une esthétique basée, voilà, comme on l'a déjà dit, sur les couleurs, ou bien la musique aussi, qui est très, très urbaine. Enfin, il y a du rap, il y a beaucoup d'éléments comme ça, de la techno, voilà, avec... Gigi D'Agostino. Voilà, on l'écoutera en fin d'émission, donc l'amour toujours. Et c'est ça qui est génial en fait dans le polar, c'est qu'il arrive toujours, comme tu le disais très bien en début d'émission, c'est un genre qui arrive très bien à se renouveler en fait. On est à la fois dans les purs codes du genre, on a évoqué plein de films depuis le début, mais qui arrive à trouver, et c'est vraiment la force des Safdie, hein, même Good Time c'était ça. Hein. Ils ont une voix unique hein, dans le paysage. Ça. Ils ont un côté, ils le revendiquent quand même, hein, un côté amateur.
un côté artisanal. Et je pense par exemple aussi, ça n'a rien à voir, mais j'y pense d'un coup, on a beaucoup reproché ça à l'époque, notamment les techniciens à Kitano, par exemple, sur son premier film Violent Cop. On lui disait, mais tu ne connais pas le langage du cinéma. Bah oui, mais en même temps, ça donnait un style unique au monde. Et il y a un peu de ça, je trouve, aussi chez les Safdie. Alors on sent que c'est des gros bosseurs, que c'est extrêmement préparé, qu'il y a une volonté de naturaliste aussi, on le voit encore une fois avec la photo de Konji. Mais il y a une patte, il y a un style à eux, il y a un ton à eux qu'on retrouve nulle part ailleurs. Oui, finalement, vaut mieux ça que ce soit formaté. Et on sait jamais où on va. Donc ça, c'est trop bien. Et voilà, et ce qui est absolument génial, on peut rentrer un peu dans le spoil en fait, c'est-à-dire en fait ce mec, la seule chose qui gagne en fait, véritablement, dans toutes ces arnaques, entre guillemets, c'est juste de gagner 5 minutes supplémentaires, de remettre une pièce dans la le machine, compteur, ouais, c'est ça. pour que ça redémarre, un tour de manège, quoi. Et quand il perd, il est en vie, et quand il gagne, il meurt. Donc là, c'est vraiment le spoil. Le seul moment où il gagne vraiment, c'est là où il perd tout, en fait. Ouais. Ce qui est complètement ironique. Et ça meurt après un moment qui arrive comme ça, hein, comme un cheveu sur la soupe. On est très police fédérale Los Angeles, avec la mort de Ou William les Peterson. infiltrés. Les infiltrés, exactement. On est vraiment dans cette veine-là. On la voit pas venir parce que c'est vraiment un moment où tu te dis là il va s'en sortir. Là, il s'en sort. Ça y est, c'est la lumière au bout du Tu tunnel. te dis qu'au pire, il se gagnait un pour pif, quoi. C'est ça. Et pas du tout. Sa mort intervient. Et il y a presque un côté apaisant enfin dans le film, quoi. Ça se calme un petit peu. Et le film, on l'évoquait entre nous, commence par un trou de balle et se termine par un trou de balle. Alors ça marche en français, par contre, ça. Oui. Ça marchera pas forcément. Donc oui, il y a un côté, et c'est pour ça que ça me plaît, dans une autre émission, j'évoquais ça, moi, pourquoi j'aime le polar, il y a un côté métaphysique, il y a un côté presque fantastique. Il a beau se débattre comme un diable pendant tout le film, à échapper à chaque fois d'un piège pour en tomber dans un autre, de Carib en Scylla, comme on dit. Qui se met volontairement. Hein. Ah mais c'est clair. Hein. À chaque fois, il arrive à trouver du pognon. À chaque fois, il va le réutiliser de la manière où il faut pas, quoi. Donc il y a un côté qui est prédestiné. En fait, tu ne peux pas échapper. Même si tu essayes de toutes tes forces, tu peux pas échapper à ton destin. Et c'est pour ça que moi, que le film m'a extrêmement marqué. Voilà, il y a un ton aussi dans le montage. Voilà, c'est leur collaborateur depuis le début là, qui a coécrit le film avec eux, Ronald Bronstein. Qui est dans un collectif aussi avec les frères Safdie depuis le début. Il y a vraiment un truc très inédit, en fait. C'est inédit. Et quand on a vu le film, ça nous avait un peu soufflé, quoi, estomaqué. Moi, j'avais jamais vu un film avec ce ton-là, cette vision-là, et pourtant, j'en ai bouffé du polar. Oui, et puis des films qui ont vraiment un rythme, on en a vu aussi. Hein. Je pense par exemple au film de Fincher, Social Network, des films qui vont très vite. Très vite, ouais. Et ou même des films très bavards comme les films de Linklater. Mais alors, je vous sors des références et ça n'a rien à voir en fait avec les films des frères Safdie. Ils arrivent à te combiner tout ça et ça c'est quand même un tour de force, une performance qui est quand même à noter. Et c'est ce qui fait leur uniqueness, comme on dirait, leur singularité. Alors apparemment, là, ils vont un peu se séparer. Ils avaient un autre projet avec Adam Sandler, basé sur les collectionneurs de cartes de baseball, qui a pris un peu de temps malheureusement à cause de la grève des scénaristes, pour Netflix. Parce que le film, on l'a pas dit, c'est une production A24. Encore eux. Le fameux studio. Donc ceux qui ont qui ont fait avancer aussi la grève des scénaristes. Oui, c'est vrai. Hein, oui. C'était un des premiers studios à dire ok, nous on est d'accord pour toutes les raisons de la grève des scénaristes et de la grève des acteurs. Enfin, voilà. En tout cas, les revendications sont acceptées. On a évoqué 90, c'était eux, par exemple. Les films d'Ari Aster, c'est eux. Et puis là, récemment, ils ont un petit peu fait un carton plein aux Oscars parce que Everything, Everywhere, All at Once, c'est eux. Et The Whale, l'acteur qui a eu l'Oscar du meilleur acteur pour Brendan Fraser, qui était mérité, hein, on va pas se mentir. C'est clair. Même si le film, moins, mais l'acteur, oui. C'est encore eux, c'est A24. Donc, ils commencent à faire beaucoup de films. Ils commencent à peser un petit peu dans le paysage. Et le film a été distribué donc, en Europe sur Netflix chez nous. Donc il est sorti en salle aux États-Unis. Fin 2019, je crois. C'est ça. Il est arrivé chez nous au début 2020. Ouais, janvier 2020. Et c'est un film avec eu pas mal de récompenses et compagnie. Donc ils ont c'est un petit budget aussi, on l'a pas dit. Hein, c'est 20 millions de dollars, une trentaine de jours de tournage. Donc du coup ils ont un peu plus les mains libres. Mais voilà, la grève des scénaristes est arrivée. Ils sont un peu splittés. On sait que Benny fait plus maintenant l'acteur. On a pu le voir dans Oppenheimer cet été, le film de Christopher Nolan. Il est très très bon dedans.
C'est un peu la sorte de némésis justement à Oppenheimer, quoi. C'est celui qui nique un peu l'engrenage, quoi. C'est ça, qui a Et une en autre même temps, vision. et c'est marrant, d'ailleurs, bon, je fais un petit aparté sur Oppenheimer, mais c'est vrai que dans ce film, tu suis Oppenheimer, t'as envie qu'il arrive à son truc, et lui, il fait, ouais, mais si tu fais ça, tu peux complètement détruire le monde. Et tu te dis, mais petit con, qu'est-ce que tu veux? Et en même temps, tu dis, peut-être pas, tu vois. Film un petit Ouais. peu ambigu comme ça. Enfin, ce Mais personnage tu vois, très cette ambigu. dynamique assez. On voit que c'est des auteurs. Même au sein d'autres films, cette thématique-là, on va dire, de quelque chose qui nous dépasse, on la retrouve clairement dans Uncut James. Et là, apparemment, il va réaliser un film. On l'a appris juste un peu avant l'émission. Il va faire un film avec The Rock sur la MMA. Dwayne Johnson. Tandis que Joss récupère le film en solo avec Adam Sandler. Donc, Sur les cartes de baseball. Adam Sandler dit, vous verrez, j'ai un look pas piqué des hannetons encore. Voilà, donc, à découvrir. Mais moi, c'est vraiment maintenant une nouvelle voix qui est apparue dans le cinéma hollywoodien. Dès Good Time, moi, j'étais alpagué, on va dire. Ils ont fait d'autres films avant avec Abel Ferrara, avec beaucoup d'auteurs très, très marqués aussi, très, très new-yorkais, dans une époque aussi. Et c'est vrai que c'est des auteurs maintenant que j'ai envie de voir au cinéma et de découvrir leur prochain film, de suivre leur carrière. Et il n'y en a plus beaucoup, je trouve, comme ça, dans le cinéma indépendant. Il y en a eu beaucoup. Hein, Je trouve que justement, le A24, c'est une belle écurie pour ça. Hein. Ils arrivent à se trouver des nouvelles Des voix. noms, ouais. Même, je crois qu'ils ont récupéré Paul Thomas Anderson, ou je suis pas sûr. Il me non semble, Ou oui. c'est Anna Purna encore, je sais plus, je promets. On vérifiera. Ouais, on vérifiera, mais en tout cas, oui, ils proposent des films d'auteur assez maîtrisés avec des budgets confortables, pas faramineux, mais confortables. Et ça te donne des films assez singuliers. Et c'est cette singularité-là que j'aime voir au cinéma. Le truc, tu fais, oh là là, le film, il sort de nulle part et ça fait plaisir. Autre tradition non bien connue des services de police pour classer définitivement l'affaire, on traque les complices dans le même genre, une recommandation très rapide d'un film dans le même giron. Alors, maître, à toi de commencer, tu nous conseilles quoi dans le même style ? Le 10 mars 1993 est sorti sur les écrans un film d'Abel Ferrara s'appelant Bad Lieutenant, avec le magnifique Harvey Keitel, ou Harvey Keitel si on le dit à la française. Il s'agit donc d'un policier, comme son nom l'indique, Bad Lieutenant, qui est donc drogué, alcoolique, accro au sexe et surtout au jeu. Et je trouve que ce film est très proche, donc c'est-à-dire Uncut James est très proche de Bad Lieutenant dans cette addiction au jeu, à toujours vouloir se mettre dans la merde, toujours continuer. On pourrait s'en sortir, bah non, on va aller encore plus loin. Et sans vouloir spoiler le film pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils ont un dénouement assez similaire. Voilà, j'en dirai pas plus. Bad Lieutenant, qui est pour moi peut-être aussi une des plus belles performances du cinéma. Harvey Keitel a une scène, sans vouloir trop raconter, il est dans une église, il s'adresse à quelqu'un, et je crois, je l'ai vu en français, je l'ai vu en anglais, les deux performances sont exceptionnelles. Tu vois, par exemple, j'avais entendu parler des fois dans les, comment on appelle ça, dans les castings pour les écoles d'acting, on te demande d'apprendre un monologue. Je me dis, putain, le mec qui fait le monologue de Bad Lieutenant, il est là-haut, quoi. Enfin, s'il arrive à le faire correctement, quoi. Mais c'est un film extraordinaire, il est monstrueux, Keitel. Abel Ferrara, forcément, on va faire un de ses films dans l'émission. Ouais. Mais c'est pas un film très abordable aussi, je trouve. C'est un film qui est quand même assez exigeant, qui est très noir. Et il paraît, alors je sais pas si c'est vrai, que sur le tournage de Bad Lieutenant, Harvey Keitel aurait vraiment pris de l'héroïne à un moment donné, comme son personnage. En tout cas, il y a un moment qui est montré en plan séquence où on le voit s'injecter une seringue. Est-ce que c'est vraiment de l'héroïne? On ne sait pas. Mais enfin voilà, c'était Ferrara qui était un peu fou à l'époque. Des acteurs en plus, acteurs studio, un metteur en scène complètement starbé qui était addict au possible aussi quand même. Et non, c'est une vraie proposition. La seule différence peut-être avec Uncut James, c'est juste la religion. C'est-à-dire là, on est vraiment teinté de catholicisme, alors que Uncut James, c'est vraiment un film judaïque. Oui, c'est ça. Alors de mon côté, moi je vous conseille vivement un film de Oliver Stone sorti en 88, complètement oublié j'ai l'impression quand j'en parle autour de moi, et pourtant c'est l'un de ses meilleurs films, et avec Eric Bogossian, donc je teasais un petit peu tout à l'heure Eric Bogossian, on y revient, c'est l'excellent et dangereux Talk Radio, donc Conversation nocturne par chez nous, adapté d'une pièce de théâtre et interprété à la base donc par l'acteur lui-même, un thriller ultra tendu un peu comme Uncut James, ou un animateur de radio juif, donc joué par Bogossian, extrêmement cynique, corrosif, adepte de l'humour très noir, déchaîne les passions et les haines, on va dire, de ses auditeurs, qui se confessent à lui tous les soirs dans son émission, jusqu'au jour où il va provoquer quand même l'auditeur de trop, et qui va commencer à le menacer de meurtre tous les soirs.
Alors c'est un tout petit budget pour Oliver Stone, hein. C'est un film bouclé en quelques semaines seulement, sorti entre Wall Street et né un 4 juillet, mais c'est un film extrêmement sulfureux, maîtrisé de bout en bout, tendu comme un string, on pourrait dire, complètement désespéré et porté par un Eric Bogossian qui est, il est hallucinant. C'est marrant que tu parles d'Oliver Stone parce que maintenant que tu en parles, je trouve que ça fait très tilt avec Uncut Gems, quoi. Dans ce côté un peu chaotique, le montage. C'est vrai que des fois, j'ai entendu dire des gens dire à travers que Oliver Stone n'a pas de mise en scène, mais c'est tout le contraire. Il a une mise en scène un petit peu du chaos aussi. C'est complètement différent, mais ils ont une approche. Enfin, ils ont. Il n'y a qu'à voir, je sais pas, ça résonne un Tuorné petit ou peu. JFK pour s'en convaincre. Oui, c'est sûr. Voilà, en termes de chaos, là aussi, c'est plus resserré, c'est plus huis clos, mais on est clairement dedans. Et dans le film, on retrouve aussi Alec Baldwin et le fou, second rôle marquant, Michael Wincott. Donc voilà. Qu'on a pu voir dans The Crow. Et dans Nope, dernièrement aussi. Ouais. Qui faisait son grand retour. Avec sa petite robe et sa caméra 35. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a fait Uncut Gems, Bad Lieutenant et donc ce film, Conversation nocturne, Talk Radio. 3 films, mais vraiment pas aimables du tout. C'est ça. Mais qui sont complètement appréciables, cependant. L'enquête est close, on peut refermer ce dossier. On vous conseille grandement de placer du coup Uncut Gems des frères Safdie en garde à vue. Un grand merci Bertrand pour ta belle plaidoirie. Bah écoutez, j'espère que le dossier sortira vainqueur. Je sais pas si ça se dit. J'espère qu'on a donné surtout envie aux gens de voir ou revoir le film parce qu'ils le méritent vraiment selon nous. Et je te remercie en tout cas encore une fois vivement d'avoir accepté ce face-à-face et j'espère te retrouver très vite pour évoquer d'autres films policiers. Bah pourquoi pas, oui. Mais en attendant, on regarde ta chaîne YouTube. Tu rappelles le nom ? Festi de films, festival de films comme film de cinéma et 2 en chiffres. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Je suis pas trop actif sur les autres réseaux, mais 2024 va être une bonne année, je pense. Mais ça peut donner des belles idées si vous voulez découvrir l'ambiance passionnée des festivals. Quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour évoquer un autre polar au cinéma et n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de l'émission, à la partager si cela vous a plu et à nous mettre le maximum d'étoiles sur les applications de podcast. Merci encore et à très vite dans Bien connu des services de police.